Salut Cécile, salut Victor. Salut Marc. Salut Marc. Ravi de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes l'équipage du Captain Darwin, un voilier qui suit le parcours qu'a parcouru Charles Darwin entre 1831 et 1836 sur le fameux Beagle, une histoire qu'on a racontée dans Baleine sous gravillon dans les 8 épisodes qui concernent Darwin, auxquels je renvoie. Évidemment, c'était avec Jean-Claude Simard, notre ami québécois, grand spécialiste de Darwin, à qui je fais un gros coucou en passant. Bref, donc vous, votre expédition, vous êtes deux jeunes de 32 balais qui vivaient ce rêve de reproduire ce que fait Darwin, mais pas juste pour le fun. Il y a toute une notion de reportage vidéo sur votre chaîne YouTube, captaindarwin.org, voilà, pour faire simple. Et donc, vous transmettez ce que vous voyez 200 ans après, et vous invitez des scientifiques. Grosso modo, c'est l'esprit de votre belle expédition. Vous êtes les copains de Baleine sous gravillon, et c'est pour ça qu'on vous interviewe aujourd'hui. Notre épisode du jour concerne un épisode, j'allais dire noir. On va comprendre pourquoi. En tout cas, très très haut en couleur et en émotion de votre début de voyage, puisqu'on va parler de votre transatlantique et du fait que vous avez essuyé ce qu'on appelle du très gros temps. Vous vous êtes retrouvé en plein poteau noir, donc vous nous expliquerez en tant que navigateur exactement ce que c'est, on a envie de comprendre. Mais avant ça, on va juste vous resituer dans votre trajet. La dernière fois, on était au Cap-Vert. Donc, quelle était votre route? En quoi a consisté votre transatlantique? Il y a différentes manières de traverser l'Atlantique. Quel était votre point de départ, votre point d'arrivée? Donnez-nous tous les éléments techniques pour qu'on comprenne combien de jours ça dure, combien de temps ça dure, quelle est votre vitesse, etc. Prenez-nous par la main, amenez-nous à bord et racontez-nous comment s'est passée cette transatlantique. Bien sûr Marc, alors bienvenue à bord, on est parti à Mindelo. Donc c'est sur l'île de São Vicente, au Cap-Vert. Et on a choisi de faire le trajet le plus court et de viser directement Recife au Brésil. C'est à peu près 1600 milles nautiques, ce qui correspond à 2900 km en ligne droite. Cécile, je me permets de t'interrompre parce qu'il y en a qui ne situent peut-être pas les îles du Cap-Vert. En gros, pour faire simple, c'est au large de quoi? Au large du Maroc, du Sénégal, pour faire simple? C'est au large du Sénégal. D'accord. Donc tu as dit que ça fait à peu près 3000 km, 2900 km entre ces îles du Cap-Vert qu'on vient de situer et Recife, en gros, qui est au nord du Brésil. Et votre vitesse, on l'a dit dans le premier épisode, mais vous êtes sur un bateau qui est très lourd et donc vous n'alliez pas vite. Non, en moyenne, sur Mukti, on fait 4,5 milles par heure, c'est-à-dire à peu près 8 km/h, un petit peu plus. Donc finalement, c'est un peu comme si on avait traversé un océan en trottinette. Alors, avant d'en venir au fameux poteau noir, j'aimerais que vous nous racontiez cette transat. Alors, on va commencer par le versant agréable, c'est-à-dire par le fait que vous m'avez dit que vous avez croisé des baleines, vous avez croisé des requins en chasse, vous avez croisé des oiseaux. Racontez-nous tout ça. Je vous avoue que ça m'a fait penser à La Grande Route de Bernard Moitessier, qui est forcément un de vos livres de chevet, j'imagine. Exactement, bien sûr. Je pense qu'on l'a tous les deux lu. Non, je l'ai pas lu. Ah non? Ah bah moi aussi. Je l'ai pas lu, mais je fais une petite confidence, Marc, en passant, c'est que moi, quand je suis à bord, j'ai du mal à lire des livres qui sont sur des marins. Je préfère lire des trucs de science-fiction qui me sortent un petit peu du milieu maritime, mais ça fait partie des choses qu'il faut absolument que je lise. Je suis d'accord. Alors, ok, ce péché originel étant avoué, qu'est-ce que vous avez vu? Raconte-nous ce que vous avez vu dans cette transatlantique. Il y a eu plusieurs temps sur la transatlantique et donc du coup, le premier temps, qui va être jusqu'à l'entrée du poteau noir, a été très calme. Et donc c'est là où on a pu croiser notamment beaucoup d'animaux. De loin, on a aperçu un groupe de 4 ou 5 baleines qui étaient quand même très loin, mais on pouvait voir leur jet d'eau et voir un petit peu le dos qui sortait de l'eau. Et donc ça, c'est à chaque fois une vision complètement magique de pouvoir croiser des baleines en plein océan sans voir la terre. Il y a de l'eau de chaque côté et puis il y a cette apparition assez majestueuse finalement. Et pour contrebalancer finalement ce côté paisible des baleines qui étaient à côté de nous, c'est vrai que le lendemain, on a vu un requin chassé. Et donc là, c'est quelque chose de très soudain et très violent. On a vu l'aileron et la queue qui sortaient de l'eau en faisant jaillir pas mal d'écume et une petite dorade coryphène qui sautait devant pour essayer de s'échapper de ce requin qui était derrière. Et ça s'est arrêté aussi vite que ça a commencé, c'est-à-dire que je pense que la dorade a disparu.
Ah oui, une petite dorade coryphène, d'accord. Un poisson assez majestueux que les Anglais appellent horsefish, le poisson cheval au passage. Donc on imagine que ce requin l'a chopé, d'accord. Vous avez vu ce que c'était comme requin en fait? Pas du tout. Ça va très très vite. En fait, Ouais. les moments où le requin sort un peu de l'eau, c'était vraiment l'aileron et un petit bout de queue. Enfin, moi, j'ai été vraiment impressionnée par la rapidité des mouvements que pouvait faire le requin pendant sa chasse. Est-ce que vous avez croisé des oiseaux? Est-ce que vous avez un peu observé les oiseaux de mer? On a croisé quelques oiseaux, globalement quand même en plein milieu de l'océan, il n'y a pas de vie, hein, c'est des déserts. Les espèces sont quand même plutôt concentrées au niveau des côtes. Dans l'océan. Donc quand on arrive sur les espèces pélagiques, que ce soit les poissons, requins et les oiseaux de mer, en fait, on se rend compte quand même que, enfin, il faut faire un sacré paquet de routes avant d'arriver là en plein milieu de l'océan. Donc effectivement, au Cap-Vert, en fait, il y a des colonies de fous bruns. Ça fait partie des oiseaux qu'il y a notamment sur les îles désertiques. Donc ils peuvent aller très loin, mais ils sont quand même attachés à un endroit, les oiseaux de mer. Donc on en a vu effectivement, pas tous les jours. Et alors ça c'est génial quand on traverse un océan, quand on voit de la vie, bah il y a une espèce de fascination de dingue. Et puis donc c'est mieux quand c'est des animaux, c'est sûr. Après des fois on voit aussi des bateaux, ça nous arrivait quand même assez peu, mais des gros bateaux de commerce, etc. Ça crée une émotion de dingue, quoi, moi je trouve. On navigue sur un désert d'eau certes, mais un désert de vie, et ça fait que toutes les rencontres avec des animaux sont magiques. D'accord, c'est bien noté. Vous m'avez signalé que vous avez vu beaucoup de sargasses. J'aimerais que vous vous appesantissiez un peu là-dessus. Déjà expliquer ce que c'est. C'est un nom un peu mythique. Quand on a fait des épisodes sur les anguilles, on a parlé de cette mer des sargasses où elles vont se reproduire. Donc j'aimerais d'abord que vous nous expliquiez c'est quoi les sargasses et ce que vous avez vu. Les sargasses, c'est des algues brunes. Quand elles sont dans l'eau, ça fait des larges tapis, un petit peu comme de la moquette, et qui sont très denses. Sur toute la première partie de la Transat, un peu avant l'équateur, il y a eu vraiment énormément de sargasses. Donc il y avait des grands matelas qui pouvaient aller jusqu'à une superficie d'un demi-terrain de tennis approximativement. Et donc c'est quand même assez impressionnant, et finalement elles sont très denses, donc elles accueillent quand même un petit peu de biodiversité, mais aussi elles créent beaucoup de problèmes parce que justement elles empêchent la lumière d'arriver, et donc tous les organismes qui ont besoin justement de lumière pour vivre ont des difficultés à vivre avec ces sargasses, et elles créent de gros problèmes notamment dans les Caraïbes, où elle s'échoue sur les plages et elle libère un gaz toxique, et elle tue aussi les coraux dans les Caraïbes. Ouais, effectivement, vous avez comparé ce problème à celui des algues vertes en Bretagne. Je rends hommage à Inès Léraud qui a fait une très belle BD qui s'appelle Les algues vertes célèbres sur ce problème qu'on traitera aussi un jour dans Baleine. Bref, donc ça c'était le problème des sargasses. Donc vous avez vu aussi beaucoup de sargasses, d'accord. Vous avez croisé des cargos, on a compris cette histoire de désert, etc. Alors vous m'avez parlé d'une anecdote, d'une cérémonie de passage de l'équateur qui implique Poséidon et Amphitrite. Je n'ai pas compris ce que vous avez voulu dire par là. Et c'était le premier passage de l'équateur pour tous les membres de l'équipage. Et donc il y a une cérémonie qui se fait notamment dans la marine marchande pour les marins qui passent justement cette ligne mythique pour la première fois. Donc au passage de l'équateur, Poséidon est sorti avec son sceptre des océans, car on n'avait pas demandé l'autorisation à rentrer dans l'hémisphère sud, et donc il est venu nous mettre à l'épreuve pour savoir si on pouvait justement passer dans l'hémisphère sud. Donc on a eu droit à 3 épreuves: le tartinage de beurre fondu sur la figure, goûter la soupe des océans, qui était un savant mélange de bière, sauce soja, dentifrice et un peu de tabasco. C'est pas terrible. Et puis après, on a dû passer sous une ligne imaginaire sur le bateau qui représentait l'équateur, en se faisant arroser par des seaux d'eau. Et donc une fois qu'on a eu réalisé tous ensemble ces 3 épreuves, Poséidon nous a accueillis dans l'hémisphère sud. Magnifique. Alors c'est un peu comme le Père Noël, on a compris que c'est une coutume. J'ai toujours pas compris qui était dans le rôle de quoi. C'est Victor qui s'est mis en acteur et qui faisait et Poséidon et Amphitrite. La scène a-t-elle été filmée?
La scène a été filmée, je crois. La scène a été filmée. Si, c'est sûr. Bien sûr. Mais elle n'est pas visible par ceux qui vous suivent. Pas encore, parce que je suis très très en retard sur les vidéos, et la dernière que j'ai sortie, c'était le poulpe au Cap-Vert, donc il me reste encore celle-là à monter. Mais oui, en fait, c'est un très bon copain à moi, qui s'appelle Antoine, qui lui est marin dans la marine marchande, et puis c'est voilà quelque chose qui se fait beaucoup. Premier passage de l'Équateur, tout l'équipage se réunit, et puis c'est un bizutage en fait. C'est un bizutage dans une bonne ambiance évidemment, mais il y a quand même ce truc de beurre fondu sur la tête, de soupe des océans, qui est un infâme ragoût de tout ce qu'il y a de plus dégueulasse à bord. Et en fait, il m'a expliqué tout ça, il m'a dit comment ça se faisait, et moi j'ai pris des notes, et puis je savais que je voulais faire cette petite surprise là à l'équipage, puisque c'est des moments qui sont symboliques, et puis c'est sympa de les marquer comme ça par quelque chose d'un peu festif. Et finalement, j'ai quand même, avec ma soupe des océans et mon beurre, je crois que j'ai donné la gerbe à Florie pendant 2-3 jours. Donc finalement, en tant que capitaine, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça, mais au moins on s'en souvient. D'accord, donc ça c'était la petite cérémonie de passage de l'équateur, d'accord. Alors blague à part, qui dit passage de l'équateur dit changement. Alors c'est sans doute pas très visible en quelques centaines de kilomètres, mais là par exemple, nous on se parle, moi je suis torse nu, c'est l'été, c'est la canicule en France, vous êtes en plein hiver en Uruguay. Les saisons sont inversées, enfin c'est un truc dont il faut se rendre compte aussi. Les courants marins sont inversés aussi. Ouais, il y a plein de choses qui est inversé. En fait, le fonctionnement global atmosphérique est inversé. Donc, dans l'hémisphère nord, les dépressions tournent dans le sens anti-horaire, et les anticyclones dans le sens horaire. En fait, c'est l'inverse dans l'hémisphère sud. Mais entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, il y a quand même une zone d'instabilité qui est un peu une sorte de zone tampon finalement, qui dure, comme tu le dis, en fait, plusieurs centaines de kilomètres. Donc, c'est pas quelque chose. Alors, il y a pas eu de péage. Voilà, quand on a passé l'équateur, il y avait personne pour nous accueillir, si ce n'est effectivement Poséidon. Mais en fait, c'est pas du tout quelque chose qui se remarque. C'est vraiment une ligne, qui est pas si imaginaire que ça, puisqu'il y a quand même un sens à son existence d'un point de vue atmosphérique. Mais oui, effectivement, tout change, tout change. Théoriquement, d'ailleurs, le sens de l'eau dans les toilettes est censé changer aussi. Mais nous, on n'a pas une toilette qui fonctionne comme ça, donc en fait, on n'a jamais su. D'accord. Il est temps d'en venir à l'épisode le plus marquant de votre traversée de l'Atlantique, votre transatlantique. Vous êtes retrouvé en plein poteau noir. Alors là, j'aimerais que vous soyez très pédago et que vous nous expliquiez du début à la fin déjà ce que c'est le poteau noir et ce que vous avez vécu. Alors le poteau noir, c'est la zone de convergence intertropicale. Donc c'est une zone qui va être justement, comme disait Victor, entre ces vents établis nord-est pour l'hémisphère nord et sud-est pour l'hémisphère sud. Et donc à la convergence de ces vents, il y a une zone qu'on appelle le poteau noir. Et justement, c'est une zone très imprévisible où il y a de grands écarts au niveau des directions et des forces de vent. Donc il y a souvent peu de vent. Et quand il y en a vraiment beaucoup. D'accord. Pourquoi ça s'appelle le poteau noir ? Il y a 3 explications et pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas de convergence de réponse. Et ça serait notamment à cause du jeu Colin-Maillard au XVIIe siècle, je crois, j'ai regardé. Parce que quand on joue à Colin-Maillard, on voit rien et il y a des gens qui tombaient, qui ont eu un œil au beurre noir. Et la deuxième explication viendrait du Cap-Vert aussi. Ils avaient une jarre noire pour mettre tous leurs déchets et tous leurs résidus, et donc qui serait un poteau noir. Et donc le terme poteau noir pourrait venir de cela aussi. D'accord, donc on imagine que c'est un terme de l'argot des marins. Donc ok, donc ça c'est d'où vient le nom. Pour vous, ça a été synonyme de nuit blanche, un peu comme pour reprendre le jeu de mots de Claude Nougaro. Donc nuit blanche dans le poteau noir, ok. Donc voilà, moi j'ai juste quelques mots sur notre document de préparation. Vous me parlez d'éclairs à 360 degrés autour de vous. Donc j'aimerais vraiment bien que vous me racontiez avec force détail ce que vous avez vécu dans ce poteau noir auquel vous attendiez pas finalement. Et c'est vrai que ça a été très inattendu parce qu'on avait préparé, on avait des prévisions météo et on n'avait pas du tout de prévision d'instabilité météorologique. Donc ça a été une grosse surprise juste après le passage d'équateur. 1 heure après le passage de l'équateur, on a vu le ciel au fond se charger de cumulonimbus violet-gris. Donc c'était aussi très joli, mais on se demandait un petit peu à quelle sauce on allait être mangé. Et finalement, quand la nuit est arrivée, le vent a commencé à monter de manière très violente.
Donc ça a été notre premier grain et notre premier coup de vent juste en passant l'équateur. Donc on a dû changer la voile d'avant, réduire la voilure. Et puis au bout de 2 heures comme ça, avec la voilure un peu réduite, tout est noir. Dans le poteau noir, en fait, c'est vraiment l'ambiance est noire, tout est humide. On voit rien à une dizaine de mètres. Donc c'est vraiment assez dense comme atmosphère. Et le vent a remonté d'un coup. Et donc là, on s'est retrouvé avec de la pluie tropicale et du vent très très fort surtoilé sur le bateau. Et donc il a fallu aller en pied de mât pour mettre la plus petite voile d'avant qu'on a, la trinquette. Et puis on a aussi affalé complètement notre grande voile. Donc c'est-à-dire que pour un bateau de 13 tonnes, on se retrouvait avec une surface de voile de 10 mètres carrés. Donc pour un bateau de 13 tonnes, on se retrouvait avec une surface de voile de 13 mètres carrés, donc c'est très peu. Et on se faisait coucher par les rafales qui montaient autour de 45 nœuds devant. Voilà, ça a été la première expérience de grains violents. Et après, pendant 8 jours, en fait, ça a été une alternance de pas de vent et de grains très violents. Donc, par exemple, le dernier matin, on a compté, on a eu plus d'une dizaine de grains en une matinée. Ce que vous appelez des grains, c'est des énormes coups de vent, c'est quoi? C'est des énormes coups de vent qui sont souvent accompagnés de beaucoup de pluie, des pluies tropicales qui sont très importantes. Et notamment sur cette partie-là, quand on a traversé le poteau noir, on est tellement mouillé que nos gilets de sauvetage se déclenchaient. Comme si on était tombé à l'eau tellement il pleuvait et qu'on était douché. D'accord. Je regardais un peu en attendant que tu parlais, Cécile, et avant de recueillir ton impression à toi, Victor, je vois que le poteau noir, en fait, c'est une vieille expression qui est synonyme de piège au XVIIIe siècle en français aussi. Donc ça doit s'ajouter à ce que tu as dit. Et il y a une autre origine de cette appellation, mais qui est mise en doute par des historiens, mais que je dis quand même. Les navires négriers étaient souvent bloqués dans cette zone. La mortalité parmi la cargaison d'esclaves y était importante. Et l'équipage jetait plein de cadavres par-dessus bord, d'où l'expression poteau noir. Bon, voilà, tu l'as dit, c'est plein d'hypothèses, elles ne sont pas toutes certaines. Quel souvenir tu gardes de cette aventure, Victor ? Bah ouais, non, mais Cécile a super bien raconté comment ça s'est passé. C'est vrai qu'on a été cueillis comme ça. Donc, on pensait faire plaisir à Poséidon en se tartinant la tête de beurre. Et puis finalement, ça a pas suffi. Peut-être que moi, j'aurais dû y passer aussi, en fait. Et donc, on a été cueillis comme ça, de manière assez violente et non prévue. C'était ça qui était un petit peu dur, je trouve, parce que on a un routeur, en fait, qui nous suit depuis la France et puis qui nous dit, allez plutôt vers cet endroit-là. Lui, il dispose un petit peu de tous les outils informatiques qu'il faut et puis il nous donne des indications par satellite. Et il nous avait pas prévenu parce que en fait c'est pas prévisible, parce que c'est une zone d'instabilité atmosphérique énorme, et donc les modèles météo n'ont pas la possibilité de prédire de façon très exacte ce qui se passe dans le poteau noir. On peut savoir à peu près où il est, mais pas très précisément ce qui se passe dedans. Donc comme nous, c'était notre première transat, on s'est retrouvés à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Thibaut, il nous a jamais dit qu'on aurait ça, c'est pas possible. Donc on était quand même un peu dans tous nos états. Surtout que la première nuit était la plus violente. Et comme l'a dit Cécile, le bateau s'est fait coucher à tel point qu'à un moment donné, j'ai cru qu'on allait vraiment se retourner, quoi. Enfin, moi, j'étais en pied de main, on a fait descendre la grand voile, mais le temps de faire la manœuvre, moi, je voyais bien que derrière la voile, c'était l'eau, quoi. On était couché tellement, je sais pas, peut-être à 50 degrés. C'est un angle qui a l'air de pas être important comme ça, mais quand on est à 50 degrés sur un bateau en plein milieu de l'Atlantique, on se dit que, voilà, il faut que le bateau y tienne. J'ai fait descendre la voile. Heureusement, elle est descendue relativement vite. Je retournais dans le cockpit. Mais moi, après, je suis quelqu'un d'émotif, hein. Mais j'avais envie de fondre en larmes parce que j'ai jamais de ma vie vécu un truc qui était aussi une sorte d'adrénaline, de peur vitale. Et non seulement de peur vitale de moi, mais peur vitale aussi des gens qui étaient à bord. Même si on est équipé en termes de sécurité, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe si on retourne? On va peut-être mourir, quoi. Ouais. Ce qu'il faut dire, c'est que, alors j'imagine que vous le faites dans ces cas-là, mais quand il y a du gros temps comme ça, j'imagine qu'il y a un fil de vie sur le bateau et que vous avez non seulement vos gilets de sauvetage, mais que vous êtes sans arrêt accroché par un mousqueton en cas de chute, évidemment. Toujours, ça c'est hyper important. Gilet de sauvetage et puis attaché avec des longes. Donc on limite au maximum les risques de tomber à l'eau, mais pour autant le risque zéro ça n'existe pas quand on fait ce genre de nave.
Donc il y a toujours un risque. Et puis parfois la peur est un peu irrationnelle aussi, tu sais, c'est genre juste tu te dis je suis sur une coquille de noix en plein milieu de l'Atlantique. Si jamais il y a un truc qui va pas, il faut faire un petit peu de route pour venir nous chercher quand même. Après on a super bien géré, franchement l'équipe était super. Tout le monde s'est bien tenu, a bien fait son rôle, toujours dans la bonne humeur, toujours le sourire qui va bien, le petit sourire, même à l'article de la mort. Je dis pas qu'on était quand même à ce point-là, mais le petit sourire, il change tout. Et c'est génial. Et puis, quand bien même nous, on avait cette imprévisibilité qui était liée aux limites des modèles météo, faut imaginer Darwin aussi. Et je trouve que la comparaison historique, elle est intéressante à ce titre-là également. C'est que nous, on a quand même les satellites, on a quand même des équipements de sécurité qui sont au top. Avec toutes les nouvelles matières qui ont été découvertes, on est bien abrité dans nos cirés Guicoten. Alors qu'à l'époque c'était de la laine et puis du coup quand t'étais trempé tu restais trempé pendant plusieurs semaines. Donc aujourd'hui on vit à une époque où la pratique de la navigation c'est largement sécurisé, ça c'est génial, mais par contre il reste toujours un résidu de risque puis de peur profonde. C'est la nuit, on voit rien et la nuit ça fait peur et ça fait d'autant plus peur quand effectivement il y a des rafales à 45 nœuds et puis que le bateau il se couche. Alors, tu parlais d'équipage. À ce moment-là, vous étiez combien sur le bateau? Vous étiez 4? Oui, on était 4. D'accord. Cette traversée, cette transatlantique du Cap-Vert à Recife au Brésil vous a pris 18 jours. Vous m'avez noté, quand on a préparé l'émission, que Cécile, en arrivant au large du Brésil, a voulu faire demi-tour. Elle a eu un dégoût profond de toute cette pollution déchets plastiques en arrivant en face des côtes de Recife, que vous avez reconnu grâce à la pollution lumineuse. C'est-à-dire que la première chose que vous avez vue, c'est apparemment de la lumière. Exactement, on s'est approché des côtes du Brésil, c'était de nuit, donc la première fois qu'on a été vraiment assez proche, et donc on a commencé à avoir un halo lumineux. Et donc c'est ce qui nous a permis de reconnaître les côtes, quand lui, Darwin, c'était plutôt au son et aux odeurs que pouvaient dégager les côtes. Nous, c'était la pollution lumineuse. Donc c'était déjà un petit premier indice sur la présence humaine proche. Et puis après, vraiment, quand on est arrivé sur Recife, c'est vraiment une barre de gratte-ciel qui fait un peu comme un jeu vidéo irréel sur des kilomètres et des kilomètres de long. Et il se trouve qu'il y avait énormément de pollution plastique, des déchets, la mer était très sale. Et c'est vrai qu'après avoir passé 18 jours au contact de la nature, à part quelques cargos sans croiser de civilisation humaine et sans avoir de contact avec la civilisation humaine, moi j'ai trouvé vraiment ce retour à terre très très dur. Et je l'ai trouvé assez violent de retrouver et de se immerger dans cette civilisation humaine. Et je pense que ça m'a aussi d'autant plus marqué et motivé que le projet, on est là aussi pour communiquer sur ce genre de choses, et je vois d'autant plus l'intérêt de sensibiliser à prendre soin de la nature quand j'ai pu être en immersion comme ça 18 jours au plein milieu d'un désert de mer. D'accord, c'est bien noté. Là encore, il y a une comparaison intéressante à faire avec le trajet de Darwin. C'est que dans son livre, Darwin parle de difficultés en arrivant au Brésil. C'est juste 5 lignes. Est-ce que tu pourrais lire ce passage si vous le retrouvez facilement? Et pour faire la comparaison avec vous, car pendant que tu cherches ce texte, je rappelle que vous êtes arrivé au Brésil en pleine pandémie de Covid. Vous m'avez signalé que ça n'a pas été facile. Donc là encore, il y a un parallèle entre vous et votre illustre prédécesseur. Darwin, quand il est arrivé au Brésil, il a dit « La journée a été gaspillée à se procurer les passeports pour mon expédition à l'intérieur. Il n'est jamais très plaisant de se soumettre à l'insolence des gens en place. Mais se soumettre aux Brésiliens dont l'esprit est aussi vil que leur personne est misérable, c'est presque intolérable. Mais la perspective de forêts sauvages habitées par des beaux oiseaux, des singes et des paresseux, et de lacs habités par des cabiais et des alligators conduira tout naturaliste à lécher la poussière, même sur les pieds d'un Brésilien. » Ah oui, donc Darwin, il n'aimait pas trop les Brésiliens. Alors comment ça s'est passé pour vous avec ces histoires de Covid dans lesquelles on était plongé à cette époque? Je rappelle que c'était à l'automne 2021. Exactement, c'était début 2022 quand on est arrivé. Et donc, on était encore sous une interdiction pour tous les voiliers étrangers de pouvoir rentrer sur le territoire brésilien à cette époque.
Et donc, on est parti sans vraiment savoir si on allait être accueillis. On avait un contact à la marina de Recife qui nous a assuré, comme il pouvait, qu'il nous aiderait à faire les papiers en arrivant et qu'il avait l'habitude et qu'il recevait des bateaux toutes les semaines. Donc, on a tenté notre chance aussi et on est arrivé sur les côtes brésiliennes. Et ils vous ont laissé rentrer? Oui, finalement, ils nous ont laissé rentrer, on a fait une petite quarantaine, un nouveau test PCR, et puis on a pu avoir notre autorisation et notre visa pour être sur le territoire brésilien. Ça dure combien de temps la quarantaine? La quarantaine a duré le temps d'avoir le test PCR, donc on est resté une journée sur le bateau. Parce que je rappelle qu'à l'origine, quarantaine, ça vient de 40. Il me semble que c'était 40 jours à l'époque de nos aïeux, il y a quelques siècles. Et donc vous, votre quarantaine a duré en tout et pour tout une journée. Ok. Non mais oui, on a fait une journée d'isolement dans le bateau et après on a eu à peu près 3 jours le temps de finir tous les papiers administratifs pour pouvoir sortir de la marina. D'accord, donc vous êtes arrivé à Recife, ça a été un soulagement, on l'a compris. Darwin, on a compris que lui, il a fait toute sa paperasse pour pouvoir aller explorer la côte, la forêt vierge, la forêt primaire, etc. C'est ce qu'on comprend dans le texte que tu as lu. Vous, en 2 mots, vous avez fait quoi dans cette première étape brésilienne? Dans la première étape brésilienne, on a continué à longer les côtes et on est descendu jusqu'à Salvador pour aller à Praia do Forte, rencontrer les paresseux. Ça a été notre première étape au Brésil. D'accord, ça tombe bien, la transition est faite, ça sera le thème de notre dernier épisode avec vous, ce que vous avez découvert sur les paresseux avec un certain Gaston Giner qui était ce scientifique qui vous a accompagné dans cette aventure. On vous retrouve très vite pour cette étape brésilienne et d'ici là, prenez soin de vous, salut. Salut Marc. Salut Marc. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire ?